actuellement basée plutôt sur l'hébergement, l'EHPAD USLD. Je fais aussi des consultations mémoire. Et je suis très flattée de toujours faire partie des jeunes gériatres, voire même des internes de gériatrie. Du coup, on m'a sollicité aujourd'hui pour vous présenter un article du British Medical Journal qui traite de l'efficacité comparative d'interventions visant à réduire les symptômes de dépression chez les patients atteints de troubles neurocognitifs via une revue systématique de la littérature et une méta-analyse en réseau. Les troubles neurocognitifs représentent environ un pool de 50 millions de personnes dans le monde, ce qui est vraiment pas négligeable. Environ 16% de ces personnes présentent un syndrome dépressif majeur associé, c'est-à-dire un épisode dépressif caractérisé. Mais le double présente au moins 32%, 32% présentent au moins des symptômes dépressifs. Ces symptômes pouvant se manifester cliniquement par une anorexie, une asthénie ou par des manifestations comportementales, irritabilité, isolement social ou tristesse. Les conséquences de ces symptômes, elles sont multiples. Tout d'abord chez le patient lui-même, avec une altération de la qualité de vie, un déclin fonctionnel et une augmentation de la morbimortalité, avec une augmentation du risque de décès. Il y a également des conséquences chez le soignant, avec un certain désarmement face à ces symptômes, une détresse psychologique et une charge en soins qui peut augmenter de manière non négligeable. Non mais laisse le son, moi que je suis en son. Merci aux personnes qui se connectent en distanciel de couper leur micro, s'il vous plaît. En distanciel, coupez bien votre micro, s'il vous plaît. Attends, j'ai un truc à faire. C'est bon, on y est arrivé, merci de m'avoir rappelé. Oui. Cette étude, pourquoi a-t-elle été faite? Pour essayer de comparer un petit peu les différents types d'interventions qu'on peut faire sur les symptômes dépressifs. En termes de thérapeutique, on peut les classer en deux grandes catégories. Il y a des thérapeutiques plutôt médicamenteuses, avec les antidépresseurs, les antipsychotiques qu'on connaît tous, mais surtout des interventions non médicamenteuses, telles que l'activité physique, les thérapies cognitives, etc. On est de plus en plus sensibilisé et conscient des risques liés aux interventions médicamenteuses, notamment via leurs effets indésirables, les chutes notamment avec de potentielles conséquences fracturaires, d'où un intérêt croissant envers des thérapeutiques non médicamenteuses. Or, dans la littérature, on retrouve quand même peu d'essais randomisés qui comparent directement l'efficacité des thérapeutiques médicamenteuses versus les thérapeutiques non médicamenteuses. D'où cette étude, qui avait donc pour objectif de décrire l'efficacité comparative d'interventions médicamenteuses et non médicamenteuses dans la réduction de symptômes dépressifs chez les patients atteints de troubles neurocognitifs. Donc pour cette étude, ils ont dichotomisé deux grands groupes de patients, pas forcément de manière très évidente, comme on peut le voir en clinique. La dépression, symptôme neuropsychiatrique de démence, qu'on voit extrêmement souvent. Et d'un autre côté, l'épisode dépressif majeur, le syndrome dépressif majeur caractérisé associé à la démence, qui sont quand même deux entités différentes. Pour ce faire, ils ont essayé de faire une revue systématique de la littérature associée à une méta-analyse. Les sources de données ont été vastes et variées, notamment le Medline, l'Embase, la Cochrane Library. Le CINAHL, alors si comme moi vous ne saviez pas ce que c'est une base de données plutôt pour les paramèdes, pour les infirmières. PsycInfo, qui est une base de données bibliographique de psycho, produite par l'Association américaine de psychologie, plus tout ce qui est la littérature grise. Les critères d'éligibilité pour l'étude, c'était tous les essais contrôlés randomisés qui comparaient directement le soin courant avec une intervention médicamenteuse ou non médicamenteuse, ou toute autre intervention ciblant les symptômes de dépression chez les patients souffrant de troubles neurocognitifs. Donc, quelques éléments de définition pour les troubles neurocognitifs et les syndromes dépressifs majeurs, ce sont les critères du DSM-5 qui ont été retenus.
Pour les symptômes dépressifs, ceux-ci ont été définis toutes échelles confondues, en utilisant soit l'échelle de Cornell, soit la Geriatric Depression Scale, le NPI. Et pour les comparateurs éligibles, le principal était le soin courant, qui a été défini comme l'accès aux soins médicaux et sociaux, mais également le placebo, défini comme une intervention inerte ou toute autre intervention médicamenteuse ou non médicamenteuse. Alors, pour essayer de faciliter un petit peu les comparaisons, ils ont tenté de regrouper sous différents grands chapeaux, chapitres en tout cas, les interventions qui pouvaient exister. On en ressort plusieurs catégories différentes, donc la stimulation cognitive, les modifications de l'environnement, les thérapies touchées, les thérapies massage, les thérapies occupationnelles, les interactions sociales, l'activité physique, le soin multidisciplinaire, les psychothérapies, les thérapies de réminiscence et la médiation animale. Donc là, on peut quand même pressentir qu'il y a un champ très 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 large et qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises sous ses en-têtes. Si on regarde un petit peu ce qui a été étudié comme article, on voit quand même qu'il y a une base de données qui est assez importante. Ils sont partis de plus de 31 000 articles pour aboutir au final, une fois les doublons écrémés et autres études non pertinentes, à un total de 256 inclus dans la revue systématique de littérature et ensuite 213 pour l'analyse quantitative. Les caractéristiques de la population, on avait principalement affaire à des patients âgés de plus de 70 ans, majoritairement des femmes. Les troubles neurocognitifs les plus représentés étaient plutôt la maladie d'Alzheimer à un stade modéré-moyen. Et les lieux d'études étaient plutôt des lieux institutionnels, cliniques, EHPAD. Les durées moyennes de suivi étaient généralement supérieures à 11 semaines. Et l'échelle d'évaluation des symptômes dépressifs la plus utilisée était l'échelle de Cornell. On peut voir dans ces études qu'il y en a quand même 70% qui sont des comparaisons directes de traitement avec le soin courant ou le placebo, mais que quand même dans 70% des essais qui ont été faits, on fait une étude sur des interventions non médicamenteuses, ce qui prouve bien quand même un intérêt croissant envers ces thérapeutiques. Donc ça donne ça. Alors, faites-moi confiance, il y a 61 interventions différentes qui ont été répertoriées, je les ai comptées. En gros, ce schéma représente un petit peu tous les essais qui ont pu être analysés dans l'étude. La taille des nœuds représente en gros le nombre d'études qui se sont intéressées à l'intervention en elle-même. Vous voyez que le plus gros sur la droite représente l'usual care, le soin courant. Il y a aussi une grande part d'études qui se sont intéressées au comparatif versus placebo sur votre gauche. Les lignes entre les différents nœuds représentent les comparaisons directes qui ont été faites dans les essais entre différentes interventions. Et l'épaisseur des lignes représente le nombre d'études qui ont comparé directement ces interventions. Donc il y en a quelques-unes où vous voyez un petit peu plus d'épaisseur. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'analyse des résultats. Ah, je remonte dans le temps. Hop. Donc, si on s'intéresse en premier lieu aux résultats qui concernent les patients atteints de troubles neurocognitifs sans syndrome dépressif majeur associé, donc la dépression symptôme neuropsychiatrique. On voit dans la méta-analyse ressortir une différence significative en termes d'efficacité sur plusieurs items. Donc, on a la stimulation cognitive associée à un inhibiteur de la cholinestérase, l'activité physique associée à la majoration des interactions sociales et à la stimulation cognitive, la thérapie massage, toucher massage, le soin multidisciplinaire, les thérapies occupationnelles et les thérapies de réminiscence. Comment est-ce qu'ils ont essayé de voir si c'était significatif ? Ils ont essayé de transposer en différence moyenne sur une échelle de Cornell la réduction des symptômes dépressifs.
Donc ça, c'est pour l'analyse en réseau qui a été faite. Si on regarde en résultat de méta-analyse, on voit aussi apparaître une significativité pour la médiation animale, l'activité physique seule, et la psychothérapie associée aux thérapies de réminiscence et aux modifications de l'environnement. Pour essayer d'avoir un petit peu plus de significativité, ils ont tenté de faire des analyses en sous-groupes. Donc sur différentes études ont été retenues celles qui présentaient une évaluation de patients avec des troubles modérés ou sévères de troubles cognitifs. Des études également à faible risque de biais du fait d'une absence de données moindre. Et les études qui utilisaient des critères diagnostiques standardisés pour l'évaluation des troubles cognitifs. Donc, dans ces différents sous-groupes, on voit apparaître des significativités pour les mêmes items que cités précédemment. D'autres items apparaissent, tels que la musicothérapie, qu'on n'avait pas auparavant, donc qui permet de légitimer un petit peu plus ce type d'intervention. Si on s'intéresse au deuxième groupe de patients, c'est-à-dire les patients atteints de troubles neurocognitifs, mais eux avec un syndrome dépressif caractérisé, on retrouve quand même beaucoup moins d'études qui se sont intéressées à ce pool de patients-là, puisqu'on retrouve 22 études avec quand même 73% de risque de biais sur des données manquantes. La comparaison directe des inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine versus placebo a donné des conclusions dites variables selon les études. Le soin multidisciplinaire, comme on pouvait s'y attendre légitimement, s'est avéré plus efficace que le soin courant. Et les thérapies non médicamenteuses, par exemple associant l'activité physique et la psychothérapie, ont montré une efficacité dite variable également. T'as pas des serviettes en papier? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette étude? On peut quand même retenir qu'il y a 10 interventions spécifiquement qui ont été retenues comme étant plus efficaces que le soin courant seul chez des patients atteints de troubles neurocognitifs souffrant de symptômes dépressifs. La stimulation cognitive, la thérapie massage touche et soins, les thérapies par réminiscence, le soin multidisciplinaire, les thérapies occupationnelles, la stimulation cognitive associée à un inhibiteur de la cholinéstérase, l'activité physique couplée aux interactions sociales et une stimulation cognitive, la médiation animale, l'activité physique et la psychothérapie couplée à une thérapie par réminiscence et à une modification de l'environnement. Et les patients atteints de troubles neurocognitifs avec des symptômes dépressifs, cette étude met en évidence que certaines thérapies non médicamenteuses sont aussi, voire plus efficaces que certaines interventions médicamenteuses seules. On parle notamment de la stimulation cognitive associée à un inhibiteur de la cholinéstérase, la thérapie massage et l'activité physique couplée aux interactions sociales et à une stimulation cognitive. Autre point intéressant, c'est qu'aucune intervention médicamenteuse seule n'a montré une efficacité supérieure aux soins courants. Les thérapies non médicamenteuses ont aussi pour effet d'avoir une réduction des symptômes d'agitation et d'agressivité. Elles présentent cependant des limites du fait de leur coût, de l'évolutivité et de la durabilité des interventions qui restent incertains et variables selon ce dont on parle. Quels sont les points forts de cette étude? Déjà, elle a le mérite d'exister et de s'intéresser à des champs vastes en essayant d'associer les symptômes dépressifs aux troubles neurocognitifs. Il y a une étude de plus de 3000 articles avec une synthèse de données pour 213 études qui représente quand même un gros travail et 61 interventions identifiées. Les résultats, pour être un petit peu plus lisibles, ont été présentés avec des transpositions en différences moyennes sur l'échelle de Cornell. Et c'est surtout qu'elle permet de légitimer un peu l'intérêt des interventions non médicamenteuses dans les symptômes dépressifs chez les patients atteints de troubles neurocognitifs. Pourquoi faire? Pour encourager leur prescription et surtout pour essayer de justifier un accès ubiquitaire. Cette étude présente quand même quelques limites. On peut noter qu'il y a trop peu d'études sur les démences autres que la maladie d'Alzheimer. Est-ce que ça vient d'un biais de recrutement ou du fait que les critères diagnostiques sont parfois moins francs? C'est possible également. La sévérité des symptômes dépressifs, du fait de la disparité des échelles, elle est quand même difficilement évaluable. Donc du coup, ça donne un aspect d'impact, de comparaison des impacts des interventions qui reste limité.
Comme on le sait en pratique clinique courante, la frontière est quand même ténue entre les symptômes dépressifs liés à la démence et le diagnostic d'épisodes dépressifs caractérisés chez les patients atteints de démence, ce qui fait le bonheur des psychiatres qui interviennent en gériatrie. On a quand même un risque de biais important du fait d'un manque de données, une hétérogénéité des études qui complexifie l'analyse des données, mais aussi une hétérogénéité des interventions. On a quand même un manque de précision flagrant sur le détail des interventions en elles-mêmes. Si on prend par exemple l'activité physique, quelle durée, quelle intensité, quelle fréquence, c'est pas précisé. Pareil, la stimulation cognitive, c'est pas non plus forcément très bien précisé. Est-ce que c'est selon des ateliers mémoire, des choses qui sont un peu plus standardisées? Bref, on manque un petit peu de précision. On n'a pas non plus d'évaluation des coûts de ces différentes interventions. En conclusion, on peut quand même voir que les interventions non médicamenteuses associées à une approche multidisciplinaire permettent de réduire significativement les symptômes de dépression chez les patients atteints de troubles neurocognitifs. Certaines interventions s'avèrent même plus efficaces que les interventions médicamenteuses seules dans la réduction des symptômes dépressifs chez ces patients. On peut donc avancer sans trop se mouiller que l'approche la plus pertinente semble être une approche multimodale avec une association de plusieurs techniques, mais qui soit toujours centrée autour du patient, de ses capacités et également de ses centres d'intérêt. Merci de votre attention. Parce que du coup, ça n'avait plus de temps pour s'occuper d'eux. On va donc enchaîner du coup Anaïs Duzard, donc une de nos docteurs juniors qui finit son parcours avec nous cette année, qui va venir nous parler d'insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque. Deuxièmement, tu comprends que ça va avoir un effet vraiment efficace. Oui. Donc, Oui, vous êtes c'est ça. trois. Je compte sur vous. Je vous soutiens à fond. Je peux vous écrire le blabla si vous voulez. Alors, je suis pas là. Trouvez vos places, ça suffit. En distanciel, s'il vous plaît. Merci de couper votre son, s'il vous plaît, en distanciel. Merci. Bonjour à tous. Anaïs Duzard, je suis docteur junior actuellement en service d'unité cognitivo-comportementale au CHU Louise Michel à Sébatin. Et je remercie le docteur Boitier et le docteur Lahaye de m'avoir sollicité pour vous présenter aujourd'hui le consensus d'experts de la Société française de gériatrie et de gérontologie sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque du sujet très âgé, qui a été publié en début d'année, en janvier 2021. Un point épidémiologique sur l'insuffisance cardiaque du sujet âgé. La prévalence de l'insuffisance cardiaque augmente avec l'âge. À titre d'exemple, elle touche 75% des 75 ans ou plus en France en 2008. Chez les octogénaires, l'insuffisance cardiaque est associée à un risque élevé d'événements cardiovasculaires, comme l'hypertension artérielle, la fibrillation auriculaire, les AVC, et d'événements non cardiovasculaires, les pathologies cognitives, diabète, cancer et insuffisance respiratoire chronique. C'est la première cause d'hospitalisation au court séjour gériatrique. Donc le gériatre, quelle que soit son activité, va être confronté au sujet âgé insuffisant cardiaque, notamment donc au court séjour en convalescence, en SSR, puis plus tard en EHPAD, pour adapter le traitement chronique de l'insuffisance cardiaque. Elle représente une cause de perte d'autonomie et d'altération de la qualité de vie. Elle est responsable d'hospitalisations multiples. Un patient de plus de 80 ans qui est hospitalisé initialement pour une insuffisance cardiaque va avoir 49% de risque d'être réhospitalisé pour la même cause dans l'année. Elle a un risque élevé de mortalité
la mortalité à 1 an en France est de 35% entre 80 et 89 ans et de 50% après 90 ans. Pour le diagnostic, elle se fait en 3 étapes, donc clinique tout d'abord, puis biologique, puis les examens complémentaires. Le diagnostic clinique, avec les symptômes qui sont dits typiques, qu'on connaît tous, je fais un petit rappel, l'orthopnée, la turgescence jugulaire, le reflux hépatojugulaire à l'examen clinique, et des symptômes plus atypiques qui concernent plus le sujet âgé, l'anorexie, la confusion, l'asthénie, les crépitants et aussi la dyspnée. Mais le diagnostic est difficile chez les sujets âgés du fait de la spécificité des symptômes. Par exemple, la dyspnée, on le voit chez le sujet, on le voit chez le sujet âgé ayant une insuffisance cardiaque, mais également s'il a une anémie et également s'il a une insuffisance respiratoire. Pareil pour les crépitants, on le voit chez le sujet ayant une insuffisance cardiaque, mais également pour une bronchectasie diffuse ou une fibrose pulmonaire, par exemple. Donc ça va retarder le diagnostic et donc indirectement altérer le pronostic. Le diagnostic biologique, un point sur les peptides natriurétiques, le BNP ou NT-proBNP. On les utilise qu'en cas de doute diagnostique. Le seuil pour les sujets âgés, c'est de 800, plus de 800 pour le BNP et plus de 1800 pour le NT-proBNP. Chez les sujets jeunes, on est sur un seuil à 100 pour le BNP et à 300 pour le NT-proBNP. Donc ça veut dire que si on a une valeur qui est inférieure à 800 ou à 1800, on peut éliminer le diagnostic d'insuffisance cardiaque du fait d'une valeur prédictive négative élevée. Le contrôle régulier de ces peptides natriurétiques n'est pas recommandé pour adapter les thérapeutiques chez le sujet âgé. Aucune étude n'a montré d'intérêt à faire le suivi du BNP. Parce que, citons juste 2 exemples, il va être augmenté en cas d'insuffisance rénale ou en cas de fibrillation auriculaire. Un point maintenant sur la ferritine qu'il faut absolument contrôler. Elle a tout son intérêt dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée ou réduite. Alors, on la supplémente souvent en parentérale seulement si la ferritine est inférieure à 100 g par litre ou si elle est comprise entre 100 et 300 g par litre avec un coefficient de saturation de la transférine inférieur à 20%. Voilà, ce sont les 2 conditions. Enfin, le diagnostic avec les examens complémentaires, le CG, bilan étiologique à la recherche d'une ACFA, d'une ischémie, d'une hypertrophie myocardique, la radiographie pulmonaire qu'on va réaliser pour éliminer les diagnostics différentiels comme l'épanchement pleural et l'échographie transthoracique réalisée par le cardiologue qui est essentielle, qui va permettre d'évaluer la fraction d'éjection du ventricule gauche et permettre d'identifier 3 classes. Donc on les connaît, mais je rappelle surtout les valeurs. Avec une FEVG inférieure à 40%, on a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite ou altérée. La FEVG supérieure à 50%, on aura alors une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et entre 40 et 49%, on parle de fraction d'éjection intermédiaire ou modérément réduite. C'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée qui est la plus fréquente chez les sujets âgés, avec une prévalence entre 50 et 70%. L'implication du gériatre dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Donc le gériatre va devoir réaliser une évaluation gériatrique multidimensionnelle et prendre en charge les syndromes gériatriques pour avoir une stratégie thérapeutique personnalisée. Donc c'est un peu le rôle du gériatre, c'est ce qu'il fait notamment au quotidien. Donc là, sur ce tableau, on a les différents syndromes gériatriques avec la cognition, l'autonomie, les chutes, la nutrition, dénutrition, la comorbidité, dépression et optimisation thérapeutique, les différents outils nécessaires pour évaluer ces syndromes gériatriques, et puis en 3e colonne, les thérapeutiques qu'il va entreprendre. Si on prend par exemple l'autonomie, il va utiliser comme outil l'ADL ou IADL et
pour la gestion, faire un plan personnalisé de soins en mettant en place soit des aides humaines ou des assistances techniques. Le consensus d'experts va souligner l'importance d'identifier et de dépister la fragilité, qui se traduit par les 5 critères de Fried. Le premier, c'est une perte de poids de plus de 4,5 kg en un an, une fatigue extrême, une vitesse de marche diminuée, une force musculaire très faible et l'absence d'activité physique. Si on a 3 de ces 5 critères identifiés, alors on a un patient qui est fragile. C'est à ce moment-là, en service par exemple de cardiologie, qu'on va demander le gériatre, notamment par le biais de l'unité mobile de gériatrie, pour, conjointement avec le cardiologue, décider des thérapeutiques, soit actives, par des interventions, mini-interventions, et si ce n'est pas possible, plus s'orienter vers une situation dite palliative et tout mettre en place, parce que palliatif, on ne fait pas rien. Le traitement d'insuffisance cardiaque. Donc, je rappelle les objectifs, c'est de réduire les symptômes, améliorer la qualité de vie, diminuer les hospitalisations et ralentir la progression de la maladie. C'est plus vrai pour le sujet jeune que le sujet âgé. Le régime hyposodé strict est vraiment à éviter. Ça va augmenter le risque d'anorexie chez des patients qui sont déjà dénutris, voire à risque. Donc on fait plus un régime hyposodé personnalisé. En général, on est entre 3 et 6 grammes par jour. Le traitement en phase aiguë, je vais passer rapidement. Donc on a les diurétiques de Lance, type furosémide, Burinex, plus ou moins les dérivés nitrés, Risordan. L'oxygénothérapie en cas de désaturation. Le traitement des comorbidités, essentiel. Et ne pas oublier, bien sûr, les préventions de la maladie thromboembolique. Le traitement d'insuffisance cardiaque à FEVG altéré. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ce n'est pas si clair que ça, malheureusement. Mais donc, on a la phase congestive, on va utiliser les diurétiques et après, donc plus tard, lorsqu'on a diminué les diurétiques et que cliniquement le patient va mieux, on va mettre un traitement chronique et on va passer sur les IEC et les bêta-bloquants. Donc, les IEC OARA2 et bêta-bloquants pour un objectif de fréquence cardiaque inférieur à 70. Comme on a dit tout à l'heure, pour l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite, on a l'importance de la ferritine qu'on va doser et plus ou moins supplémenter. Si ça ne suffit pas, si l'IEC et le bêta-bloquant ne sont pas suffisants, alors on a 3 options qu'on peut combiner. La première, c'est ajouter un anti-aldostérone, la spironolactone ou l'éplérinone. Voilà, donc on va surveiller bien sûr le potassium et la fonction rénale à ce moment-là. Si ce n'est pas suffisant encore, on peut, à la place de l'IEC, mettre le sacubitril/valsartan, qui est l'Entresto. Et encore, si la fréquence cardiaque, l'objectif n'est pas atteint, on va pouvoir rajouter l'ivabradine. Donc voilà, il y a plusieurs options qui sont séquentielles. Et ensuite, bien sûr, encore avec la digoxine et puis éventuellement des resynchronisations, des thérapeutiques de resynchronisation. Pour le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservé, bon, eh ben, on n'a pas grand-chose si ce n'est de traiter les comorbidités cardiovasculaires. Donc en cas de fibrillation atriale, bêta-bloquant et IEC. En cas d'hypertension artérielle, IEC bêta-bloquant, diurétique thiazidique. En cas d'insuffisance coronaire, les bêta-bloquants IEC. Et de diabète, les IEC. Voilà. Et bien sûr, traiter toutes les autres comorbidités. L'important, c'est les règles hygiéno-diététiques également, avec une activité physique quotidienne qui a prouvé de nombreuses fois son efficacité, adapter le sommeil, avoir un comportement alimentaire bien régulier et un soutien psychologique. La télésurveillance a également son importance pour le suivi. La phase post-hospitalisation aiguë est une phase assez délicate où les patients sont souvent plus vulnérables. Et c'est à ce moment-là où
des tablettes connectées avec des balances connectées sont importantes. Et on va essayer d'adapter les traitements en fonction des cibles. Donc le poids, par exemple, si le patient prend plus de 2 kg par semaine, on va adapter le furosémide. La fréquence cardiaque, l'objectif il est entre 50 et 70, donc on peut adapter le bêta-bloquant si on n'est pas dans la cible. Et la tension artérielle inférieure à 140/90 mm de mercure. Et le rôle du gériatre, entre autres, c'est de cibler les patients qui peuvent être éligibles à toutes ces nouvelles technologies et puis éventuellement les mettre en place, aider à les mettre en place en tout cas. Les limites de ces traitements. En l'absence d'études réalisées chez les sujets très âgés, les recommandations en fait sont extrapolées à partir de données provenant de populations plus jeunes. Et les prescriptions, on a vu qu'elles étaient vraiment insuffisantes et pourtant elles sont recommandées, elles ont prouvé leur bénéficité. Elles ont prouvé un bénéfice, pardon. Les facteurs, donc pourquoi on les prescrit pas suffisamment? Ça peut être par des facteurs du patient, les comorbidités, une mauvaise tolérance, une non-adhérence, des facteurs du prescripteur avec des effets, la peur des effets secondaires des médicaments ou la non-connaissance des recommandations ou un accès compliqué pour un avis auprès du cardiologue. Et comme on l'a vu, l'absence de recommandations spécifiques dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Mais pour cette insuffisance cardiaque à FEVG préservée, on a un petit espoir, une petite révolution qui va arriver, qui n'a pas encore l'AMM, mais on parle des SGLT2. Donc c'est l'empagliflozine, dapagliflozine pour l'instant. L'étude Emperor Preserved, une étude en août en 2021 dans le New England Journal Medicine. Donc moi je ne l'ai pas lu, mais j'ai eu un petit topo en congrès en début de semaine qui explique qu'en fait c'était une étude en double aveugle qui a été réalisée sur 26 mois et on comparait l'empagliflozine contre le placebo. Et c'était vraiment une étude qui a montré plein de positivité, notamment sur la diminution de l'hospitalisation, la diminution de la mortalité. Donc on attend pas mal de cette classe. Pour l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée, on n'a pas grand-chose pour l'instant. Voilà. Pour maintenant la FEVG réduite ou altérée, d'après les recommandations de la Société européenne de cardiologie, il y a une toute petite modification par rapport à ce que je vous ai présenté. C'est que, vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit IEC et bêta-bloquant, puis 3 thérapeutiques ensuite possibles. Là, ce n'est plus en séquentiel, mais ça va être tout d'un coup, en fait. Ça va être vraiment en simultané. Donc, l'ACE, c'est l'IEC pour nous, ou le sacubityl valsartan, donc l'un ou l'autre, le bêta-bloquant, l'éplérénone et le SGLT2, qui a l'AMM pour l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Donc c'est les 4 en même temps. Ils appellent ça les 4 fantastiques. Et le tableau, donc là c'était juste pour vous montrer, par exemple, pour l'IEC et le ramipril, on va commencer à 2,5 et on va faire une titration jusqu'à 5. Voilà, c'est tout pareil. Et le but, c'est vraiment de les commencer en même temps, petite dose, et d'augmenter. Bien sûr, en prenant compte des contre-indications pour chaque patient. Mais voilà. Et les SGLT2, dapagliflozine et empagliflozine, ils sont vraiment intéressants parce que c'est une dose et on commence à 10 mg et on finit à 10 mg. Donc c'est toujours la même dose. Et ils ont montré peu d'effets secondaires, peu d'effets indésirables, si ce n'est peut-être une infection urogénitale un peu plus fréquente, mais qu'on peut facilement prendre en charge en fait. Voilà, donc à retenir, l'insuffisance cardiaque est une pathologie grave et fréquente comme on l'a vu, encore largement sous-traitée pour plusieurs raisons. L'importance de l'évaluation gériatrique et du gériatre. L'évolution des thérapeutiques est importante et fait susciter de réels espoirs, notamment avec les inhibiteurs du GLT2. Et donc on a un profil de tolérance dans la population âgée qui est encore mal connu.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, on n'est pas très en avance, mais du coup, j'avais un dernier sujet à vous présenter, puisque étant moi-même un gériatre relativement jeune, je voulais aborder un troisième sujet avec vous sur les marqueurs qui sortent là en ce moment dans le cadre des troubles cognitifs légers et le risque d'évolution vers une maladie d'Alzheimer. Là pour se concentrer véritablement sur l'évolution qui est en cours là depuis maintenant quelques années. Vous avez vu passer régulièrement des articles sur des marqueurs qui vont pouvoir être dosés au niveau sanguin et qui vont pouvoir prédire l'évolution des troubles cognitifs et éventuellement l'évolution entre des troubles cognitifs débutants et une maladie d'Alzheimer ou des troubles cognitifs majeurs. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on attend, mais encore une fois, qui ne va pas forcément résoudre tous les problèmes. Et donc j'ai sélectionné un article qui s'intéressait à cette problématique-là, qui est sorti donc récemment cet été. Donc pourquoi finalement c'est une problématique centrale? On a une population qui souffre de troubles cognitifs majeurs qui explose ces dernières années, qui va continuer à augmenter avec un doublement d'ici 2030. On a pour le moment assez peu de moyens de prédire de façon certaine l'évolution entre une évolution plutôt bénigne ou relativement lente des troubles cognitifs ou une évolution réelle vers des troubles cognitifs majeurs type maladie d'Alzheimer. Et pour le moment, les stratégies qui permettent d'affiner un petit peu le risque qui repose sur les marqueurs du LCR ou le TEP scanner sont relativement peu accessibles, assez chers, quelquefois invasifs pour le LCR, donc ce qui peut rebuter les patients. Et on a des délais aussi pour à la fois accéder aux examens et avoir les résultats, par exemple pour les marqueurs du LCR, qui peuvent être assez importants. Donc on en reste très souvent à une évaluation clinique avec les bilans neurocognitifs et une imagerie cérébrale. Donc l'étude a cherché à savoir si certains marqueurs donc biologiques qui vous voyez sont des marqueurs qu'on connaît un petit peu puisque c'est ceux qu'on a l'habitude de rechercher dans le LCR, donc les protéines Abeta42 et Abeta40, la protéine tau phosphorylée en position 181. Et éventuellement, il y a de nouvelles protéines qui sont en cours de test, comme la protéine tau, mais phosphorisée en position 217. Et donc, ils ont cherché à évaluer le caractère prédictif de ces marqueurs, à la fois sur les performances cognitives, donc la vitesse du déclin cognitif, et à la fois vers la transformation en troubles cognitifs majeurs de type maladie d'Alzheimer. Et ils ont comparé aussi les performances de ce test sanguin avec ce qui était disponible, c'est-à-dire l'évaluation clinique qu'on va revoir après et les tests qui peuvent être réalisés au niveau du LCR. Bon, je vais passer assez vite là-dessus pour qu'on ne perde pas trop de temps vu le planning. Une étude quand même de grande importance avec à la fois 2 cohortes qui ont permis d'élaborer les modèles prédictifs et une cohorte de validation. Donc d'un point de vue méthodologique, c'était assez bien mené. Globalement des populations relativement jeunes, avec des vitesses de déclin cognitif un petit peu variables selon les cohortes et un taux d'évolution vers des maladies d'Alzheimer qui variait entre 11 et 60% à 4 ans. Donc là, on a un suivi longitudinal de 4 ans dans cette étude. Je passe tout de suite aux résultats et donc globalement sur les 3 protéines, enfin les 3
jeu de marqueurs qui ont été envisagés, c'est-à-dire la protéine, le rapport A bêta 42, A bêta 40, la protéine de neurofilament et la protéine tau phosphorylée. Globalement, on n'ont été retenus que la protéine tau phosphorylée et la protéine de neurofilament, puisque la protéine A bêta 42, A bêta 40 n'apportait pas de caractère prédictif significatif dans cette étude. Et ce qu'on voit sur le type de schéma, donc Biofinder et ADNI, ce sont les deux cohortes initiales qui ont permis d'élaborer les modèles. En fonction de la positivité, donc il y a des seuils qui ont été déterminés au cours de l'étude. Si vous aviez à la fois une anomalie sur la protéine tau et la protéine du neurofilament, vous êtes sur la courbe en bas, donc avec un risque d'évolution à 4 ans du MMS qui est beaucoup plus péjorative que les doubles négatifs, avec à chaque fois un gradient. Et donc le même type d'observation a été faite sur la deuxième cohorte d'évaluation. Donc ça, c'est sur la vitesse du déclin cognitif. Et maintenant, si on regarde sur la prédiction d'évolution des troubles cognitifs légers vers une maladie d'Alzheimer constituée de troubles cognitifs majeurs, et bien on retrouve un petit peu le même type de graphe avec des doubles positifs qui ont un risque quasi certain d'évolution dans la première cohorte, alors que les doubles négatifs ont un risque d'évolution qui est de l'ordre de 5 à 10%. Et dans la cohorte de droite, avec du coup une population qui était un petit peu moins sévère, là aussi on retrouve un caractère prédictif assez net des doubles positifs, avec un risque d'évolution qui était très important, de l'ordre de 70 à 80% vers une maladie d'Alzheimer. Donc après, dans la comparaison par rapport aux stratégies, on va dire basiques, donc ce qu'ils appelaient basique, c'était intégrer l'âge, le sexe, le niveau éducatif et le MMSE de base. Donc, qui étaient les stratégies sur les courbes ROC, là, donc la capacité à être à la fois sensible et spécifique. Plus on se rapproche de l'angle, plus on est devant un test qui est pertinent. Donc finalement le dépistage un peu clinique basique et vous voyez assez peu performant pour prédire l'évolution vers une maladie d'Alzheimer. La courbe qui est entre les deux intermédiaires, qui est bleue, qui est bleu, correspond à ce qu'on est capable de prédire à partir des marqueurs du LCR. Et vous avez la courbe verte qui correspond aux marqueurs du plasma. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément de différence très significative entre ce qu'on était capable de prédire avec le LCR et ce qu'on est capable de prédire avec le plasma, mais on est sur des performances qui sont assez importantes. L'idéal étant de se retrouver dans l'angle là avec des aires sous la courbe à 1, ce qui est très très rare. Un bon test globalement, c'est quand on est justement au-dessus de 0,7, entre 0,7 et 0,8 sont des performances qui sont tout à fait acceptables. Donc on a l'impression effectivement que ces protéines détectables dans le plasma apportent un caractère prédictif intéressant qui serait au moins équivalent à ceux qu'on pourrait obtenir à partir d'un prélèvement de LCR sur l'évolution maladie d'Alzheimer à 4 ans. La protéine A-bêta-40, le ratio A-bêta-42 sur A-bêta-40 était moins intéressant. Et donc, ils envisagent un bénéfice à la fois sur la prise en charge et sur la meilleure sélection aussi des patients pour les protocoles de recherche notamment. Et donc ça semble aussi plus performant que la clinique de base, mais c'est pas vraiment été comparé avec ce qu'on fait en fait en pratique courante, qui est le bilan neurocognitif, une imagerie cérébrale IRM ou éventuellement le génotypage sur la POE4 qui peut apporter aussi des précisions en termes de pronostic. Il y a encore des limites en termes de standardisation des mesures et de réplication aussi nécessaire sur des cohortes ultérieurement. Après, effectivement, ce type de démarche plasmatique fait l'objet d'une forte demande, parce qu'on a vraiment envie tous d'avoir des marqueurs peu invasifs, relativement faciles d'accès. Par contre, il y a encore beaucoup de marqueurs qui continuent à être évalués. Donc, ceux que je vous ai présentés là, c'est peut-être pas les deux seuls qui seront retenus à terme.
Et puis, moi, ça me pose quand même un problème, et on en discutera éventuellement si on a quelques minutes pour les questions, sur le côté prédictif qui est, alors pas de 100%, mais on commence à s'approcher d'un taux de prédiction de l'ordre de 70-80% pour une pathologie pour laquelle on n'a pas de traitement étiologique efficace disponible, donc avec des retentissements d'un point de vue psychologiques qui sont pas forcément très faciles à gérer. Je vous ai mis l'épée de Damoclès en image. Donc je pense que tout ça, ça nécessite d'être réfléchi dans une démarche pour que ça apporte véritablement quelque chose aux patients et pas voilà, parce qu'on est capable de le faire. Et d'ailleurs, d'un point de vue purement commercial, le kit est déjà disponible. Donc il y a à mon avis un travail éthique aussi à avoir tant qu'on est sur une phase où on n'a pas de traitement efficace. Là aussi, les choses avancent sur les traitements, mais vous voyez que ça fait des dizaines d'années qu'on dit que les choses avancent sur les traitements de la maladie d'Alzheimer, et pour le moment, on a vaguement une autorisation temporaire avec des molécules type anticorps qui donnent des résultats pas forcément mirifiques non plus. Donc voilà, il y a des avancées. Je voulais quand même vous parler de ces deux protéines parce que c'est des questions que vous m'aviez fait remonter également de votre pratique quotidienne, parce que les gens commencent à en entendre parler. Il y a eu des communications autour de ça. Ça sera probablement une avancée dans la détermination du pronostic, mais il y a encore pas mal de choses à faire en termes de maturation de la technique, de standardisation. Là, le domaine du commercial va certainement s'en saisir parce qu'il y a quand même une demande de ce côté-là, mais après, donc, le bénéfice ou les conséquences d'un point de vue organisationnel ou psychologique de ce type de dépistage reste encore à évaluer dans la mesure où on ne dispose pas en regard de traitements très efficaces pour contrôler l'évolution. Voilà, je vous remercie. Et donc, on a quelques minutes pour les questions. Je vais regarder en parallèle, donc dans la salle déjà, et puis si on en a. Le temps que les... Ah, ça y est, mais voilà. Il suffit de demander pour que ça arrive. Vas-y, Patrick. Oui, j'avais une petite question pour la très jeune Élodie. Pendant des années, il y avait pas mal de publications sur l'efficacité des thérapeutiques non médicamenteuses dans les troubles du comportement de la maladie d'Alzheimer. Toutes ces études arrivent à la même conclusion, ça marche. Par contre, ça marche sur le temps de l'activité, que ce soit de la musicothérapie, de l'activité sociale animale. Par contre, une fois que l'activité était terminée, l'agitation, la déambulation, finalement, reprenait son cours. Est-ce que dans ces études sur le syndrome dépressif, sur la dépression, on arrive un peu à ce constat, est-ce que ça a été étudié, c'est-à-dire qu'on a une efficacité à l'instant T, mais est-ce que finalement cette efficacité est pérenne dans le temps? Est-ce que la dépression finalement va reprendre une fois que l'activité, l'intervention est terminée? Alors c'est une excellente question et je te remercie de me l'avoir posée. Ce qui ressort un petit peu de l'article et ce que je disais un peu dans la discussion, c'est effectivement, comme tu le soulignes, sur les troubles du comportement, d'agitation et d'hétéroagressivité, l'activité permet quand même de juguler les symptômes à l'instant T. C'est pas dit en termes si clairs pour l'évolution sur les symptômes dépressifs. J'aurais tendance à dire qu'il y a quand même un effet qui perdure dans le temps par rapport à une intervention médicamenteuse du fait de la retranscription des résultats sur une différence moyenne sur l'échelle de Cornell. Parce que cette échelle, ils ont bien dû la faire avant, après, et pas forcément juste après l'activité. Donc ça serait intéressant de savoir effectivement si l'évaluation a été répétée dans le temps, à quelle fréquence sont faites les activités. Mais on le voit bien aussi, tu le sais aussi bien que moi, quand on est en hébergement, qu'on est aussi efficace quand on prend un petit peu de temps avec la personne que quand on va lui donner un Seresta ou autre chose pour l'apaiser ponctuellement de manière médicamenteuse.
moi j'ai une petite question pour Anaïs. Du coup, pour les situations où on est sur une fraction d'éjection modérément altérée, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la question est vache, hein, je reconnais. Je crois qu'il faut plus se cantonner au traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée à ce moment-là. Effectivement, que ce soit les recommandations françaises ou européennes, on est tout à fait concordant là-dessus. On se rapproche effectivement de la classe des FEVG altérés, ce qui d'ailleurs remet un petit peu en cause l'intérêt de créer une classe entre les deux. Mais bon, on verra après peut-être avec l'évolution des nouvelles thérapeutiques comment on peut positionner peut-être un peu plus spécifiquement, hein, parce qu'on a vu là le côté panier, on mélange tout et puis on voit un petit peu ce qu'on peut mettre pour chaque patient. Je pense qu'on restera encore pendant quelques mois assez prudent sur les nouvelles classes, hein, donc les inhibiteurs de SGLT2 et le sacubitril valsartan, tant qu'on n'a pas déjà introduit des traitements IEC bêta-bloquants à dose efficace. Donc voilà. J'aurais une question aussi par rapport à la dernière étude et aux remarques que vous faisiez sur l'impact psychologique d'un diagnostic mauvais pour le patient. Est-ce que d'autres études ont été faites sur d'autres diagnostics de maladies type cancer, sur justement la préférence des patients quant au fait de savoir ou de ne pas savoir? Alors, des études sur ce domaine-là, j'avoue que je n'en ai pas forcément regardé. Alors, il y en a probablement qui ont été menées, mais en tout cas, ce qu'on voit en clinique, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité en fait dans la population. Il y a des gens qui souhaitent savoir et qui viennent à la consultation de façon volontaire avec vraiment l'envie de savoir un peu plus précisément comment ça peut évoluer dans les prochaines années. Et puis il y a des populations où au contraire ils veulent avoir une information relativement minimale. Alors après, ce qui est un petit peu différent par rapport à d'autres pathologies, et là on parle quand même d'une pathologie qui est très grave, alors avec une vitesse d'évolution qui est variable mais qui est systématiquement mortelle malgré tout, pour laquelle on n'a pas de traitement spécifique, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres pathologies graves où on aura probablement des thérapeutiques à proposer, comme quand on a une annonce diagnostique sur un cancer par exemple. Donc c'est vrai que c'est une situation, non pas qu'elle soit vraiment inédite, mais qui est particulière puisqu'on n'a pas une certitude à 100% de l'évolution et qu'on a encore une fois des possibilités thérapeutiques qui sont encore à ce jour limitées. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je vous propose qu'on enchaîne avec le professeur Duncan qui nous fait le plaisir de venir nous parler de son domaine de prédilection, c'est-à-dire la peau, et de nous parler un petit peu des caractéristiques de cette peau du sujet âgé. Merci beaucoup.